Ça Ouais, commence ouais, bien? ouais. Ouais. Salam alaikum à tous mes frères, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ok, salut tout le monde, bonjour, bienvenue, bonsoir à toutes et à tous pour ce 20e séminaire dans lequel j'ai décidé de parler un petit peu de, de charge d'entraînement et plus précisément des GPS et des systèmes de tracking. Je vous ai mis une petite définition, la définition de la charge d'entraînement que j'ai faite à partir évidemment d'autres définitions, mais sans forcément la lire. C'est aujourd'hui, c'est un petit peu l'enjeu majeur en préparation physique, c'est la gestion de la charge d'entraînement. Les staffs, ils doivent se poser les bonnes questions et savoir comment organiser les différentes contraintes au sein des entraînements, de manière à ce que les états de fatigue qui sont induits par cet entraînement-là permettent d'optimiser la performance derrière. La fatigue, c'est pas quelque chose qui est forcément mauvais, juste il faut savoir bien la doser pour être efficace derrière. Pour ça, il y a plusieurs outils aujourd'hui qui existent, qu'ils soient objectifs ou subjectifs. L'idée, c'est de bien choisir dans son contexte quelle data, quel KPI, closer, Key refais-la nous en anglais. Performance Index. Ok. Les indicateurs clés de la Euh, performance. Exactement, les indicateurs de performance recensés et que faire de ces infos. Hop. Alors, je vous ai mis la quantification et les outils de mesure. Donc, en gros, dans la charge d'entraînement, on parle souvent de charge interne et de charge externe. Très rapidement, la charge externe, pardon, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent des choses qui sont mesurables objectivement. Donc, on va mesurer des distances, des vitesses, etc., etc. Et la charge interne, c'est plutôt comment le corps réagit à ces facteurs-là, ce qu'on a appliqué au corps. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les outils de mesure plutôt de charge externe, qui sont les outils les GPS et les systèmes de tracking. Hop, voilà, on y arrive. Ah ouais, le fichier, c'est un puissant fond. C'est un puissant fond, ça se termine jamais. Non, là c'est bon, on est dans le fond du fond. Donc, les À qui le différents systèmes dis-tu? de tracking. Tac. Coupe, coupe. Il faut savoir qu'il y a différentes familles de systèmes de tracking. Très largement, ce qu'on connaît tout le monde, ce que tout le monde connaît, monsieur, madame, tout le monde connaît, c'est le GPS, le GNSS, c'est la même chose. GNSS, c'est Global Navigation Satellite System et Global Positioning System, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est plutôt. Le GPS, c'est plutôt le format européen, américain, et GNSS, c'est tout ce qui va être un peu le reste du monde, les systèmes de satellites des autres personnes. On a aussi les LPS, donc là, pardon, le GPS, donc on le connaît beaucoup dans le sport de haut niveau. Souvent, c'est accompagné d'autres dispositifs, des accéléromètres, des gyroscopes. On connaît très bien les marques Catapult, souvent Statsport et Kinexon, mais c'est surtout Catapult qui fonctionne beaucoup dans les GPS aujourd'hui. On le voit souvent dans le rugby, pardon. On commence à en voir de plus en plus dans d'autres disciplines, foot US, je pense, et aussi au handball. Moi, je sais que même chez les filles, il y a des équipes, il y a une équipe qui est équipée de catapultes. Mais c'est un fonctionnement plutôt en extérieur souvent. Catapult fait aussi des systèmes en intérieur, donc c'est ce que l'on appelle le Local Positioning System, en deuxième ici. Là, c'est plutôt conçu pour fonctionner dans des salles, parce que dû aux interférences qu'il pourrait y avoir. Là, c'est plutôt plusieurs balises qui sont positionnées et le système fonctionne en localisant le GPS par rapport à ces différentes balises qu'on peut voir qui sont situées un peu partout dans la salle. Là, c'est plus ou moins les mêmes entreprises qui bossent sur ce genre d'appareil. Souvent, notamment pour le travail en salle, mais même c'est quelque chose qui est un peu plus précis qu'un seul GPS. On en reparlera un peu plus à la fin, mais c'est surtout dû aux fréquences d'acquisition du signal. Il existe aussi des systèmes vidéo, de l'optical tracking. Donc là, c'est des technologies de suivi de joueurs ou du ballon basées sur de la vidéo. Et ça se fait de plus en plus aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. Je sais que la Fédé de hand bosse sur ça en ce moment, pas mal. Basketball aussi. Euh, Basketball aussi, ouais, exactement. D'ailleurs, je crois que non, Hawkeye, je crois que c'est en NBA qui bosse avec, je crois. Ah ouais. Voilà.
Si je dis pas de bêtises, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il me semble que Hawkeye, il bosse avec en NBA. Non, je connais pas, mais ok. Carrément. Ok. Donc voilà, il existe aussi Tracab, Second Spectrum, ça c'est des marques qui travaillent là-dessus. J'ai mis ensuite les IMU. IMU, c'est unité de mesure inertielle. C'est un peu différent. Là, c'est souvent accompagné d'autres capteurs. Enfin, c'est des capteurs en plus. Souvent, c'est des accéléromètres, des gyroscopes, etc. Ça sert effectivement ça à mesurer très précisément des données d'accélération, des rotations, l'orientation du corps dans l'espace. Et voilà. Et enfin, motion capture, c'est plus ou moins comme le vidéo, mais c'est un peu différent. Ça, vous connaissez ça, on en avait vu à la fac souvent. C'est plus souvent des petits points qui te mettent sur le corps, et ça, c'est plus de l'analyse biomécanique. C'est un peu moins dans la performance. Ça permet d'avoir, avec une grande précision, toutes les positions articulaires, les trajectoires des segments, etc. Donc là, c'est plus de l'observation de la cinématique et de la biomécanique. Il commence à avoir des Ok. modèles d'IA qui fonctionnent plutôt bien sur ça. Avec caméra, Ouais. du coup. Oui, directement sur Ouais. des applications, des choses comme ça, ouais. Du coup, ils peuvent savoir. Et c'était deux jeunes qui avaient commencé à créer ça au cours de la performance. Ils avaient présenté ça. Et en gros, ils avaient codé une application en même pas 15 minutes Ouais, pour reconnaître les mouvements et les corriger. Donc, c'était un truc rapide. Donc, Wesh. en vrai, il y a des choses qui peuvent exister un peu plus complexes que ça et ça commence à arriver. ouais, carrément. Il y a des trucs, il y a des applis qui existent déjà. Je sais qu'il y avait Aurélien Broussel-Darval qui a sorti son application il y a quelques temps déjà et sur laquelle tu peux déjà effectuer des tests de posture, etc. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça fonctionne par observation vidéo et ça calcule les angles, etc., le positionnement. Et ça te permet de faire les tests que toi tu fais d'habitude par toi-même, on va dire. Donc il y a des choses comme ça qui commencent à exister, effectivement. Ok, c'est bon, c'est bon pour ça? Ouais. Nickel. D'ailleurs, Alors, c'est. Pardon, du coup, je te ouais, coupe, mais je me vas-y, rappelle quand vas-y. j'étais à l'accro, donc M2, je m'étais dit ce serait ouf d'avoir. Mais à l'époque, du coup, c'était à 3 ans. Ouais, 3 ans, un peu plus. 3 ans, 3 ans et demi. On était beaucoup moins dans l'IA qu'aujourd'hui. Et je m'étais dit ce serait ouf d'avoir un logiciel ou, a fortiori, une IA, justement, où, genre, un logiciel, t'étais un club de n'importe quelle division, tu filmes ton match, tu full match dans le logiciel, tu mets juste Thomas Vieira il a le numéro 9, Thomas Baudouin il a le numéro 10, Proust il a le numéro 11, et bref, et le truc reconnaît et fait tous les calculs, et en plus pour le basket, je sais pas, marque un 2 points comme ça, en gros ça te fait toutes tes stats, et Toutes tes stats. là 3 ans plus tard, t'as donc Yannis Sirit dont on a déjà parlé, un mec qui a fait sa thèse à l'INSEP pour la Fédération française de basket, qui, il y a quelques mois, était en train de bosser là-dessus, où tu voyais vraiment, il y avait un rond autour de chaque joueur et que tout était reconnu et tout, et c'était monstrueux. Et je me rappelle que le coach à Ouais, c'est l'époque, il m'avait incroyable. dit note ton idée, te la fais pas voler. Pouah, frérot, je peux te dire qu'il y en a bien d'autres qui ont eu Bien, bien l'idée ordinateur. et qui étaient bien plus talentueux que moi, hein. Non, mais c'est incroyable. De toute façon, ce qui est en train d'être fait avec l'IA sur beaucoup de choses, ça va solutionner, en tout cas apporter beaucoup d'efficacité dès que ça sera bien précisément construit. Ouais. Ok. Eh ben, écoutez, on va passer donc à l'onglet type de données observées ici, exploitées, pardon. Donc effectivement, donc avec les GPS, l'idée c'est d'avoir beaucoup de données, des KPI comme on a dit tout à l'heure, des KPI, KPI. et de choisir les bonnes, on en reparlera tout à l'heure, pour avoir des observables, pour avoir des données, pour pouvoir quantifier la charge d'entraînement, pour pouvoir surveiller la charge d'entraînement au sein d'un entraînement, au sein d'un match, etc. Donc on a d'abord des données mécaniques et cinématiques ici en premier. Je vous en ai mis plusieurs avec quelques exemples que j'ai pu trouver dans certaines études. Pardon, hop. Ah, panique, c'est bon. Distance totale, donc ça c'est la distance totale qui va être courue. Donc au foot, souvent chez les hommes, il ressort entre 10 et 13 km de distance totale. Chez les femmes, au foot, tout ça c'est sur du sport élite, hein. Les données que j'ai trouvées, c'est souvent sur du sport élite. Je crois que c'est quasiment que sur du sport élite. 9 à 10 km. Au basket, chez les hommes et chez les femmes, c'est aux alentours des 4 à 6 km. Au rugby à 15, chez les hommes, 5 à 8 km au total parcouru et chez les femmes, 4,5 à 7 km. Donc ça, sur la distance totale, ça se vaut plus ou moins.
J'ai pas mis le hand, mais de mémoire, au hand, c'est plutôt 4 à 5 km à peu près chez les filles, plus ou moins la même chose chez les hommes sur un match. Ok, Évidemment, tout attends, ça. j'ai une petite question. Ouais, dis-moi. J'ai une petite question. Tes données, tu les trouves où, par exemple, quand tu les recherches? Est-ce que tu les regardes directement chez Catapulte ou au contraire sur des études scientifiques qui recensent différentes données Là, les données que j'ai là, c'est des données que j'ai eues sur plusieurs études. Ok. J'en ai mis en bas, je sais pas si je les ai toutes mis encore là, mais c'est des études que j'ai mis en bas. Ok. Elles seront dessus. Voilà, donc on observe des distances totales. Évidemment, ces distances, tout ce qu'on dit, ça peut varier en fonction des postes. Juste après, je vous ai mis les vitesses, les accélérations, les décélérations. C'est des choses qui sont observées aussi. Là, je vous ai mis que des données de vitesse max. Mais il faut savoir qu'au foot, chez les hommes, ça peut aller aux alentours des 31 à 37 km/h. Il me semble que notre Mbappé national, il a une pointe à 36-37, il me semble, justement, km/h. De quoi? 37. Ouais, il me semble, voilà, c'est ça. Chez les femmes, vitesse max 26-34 km/h à peu près sur les vitesses max, ouais. Et au rugby à 15, chez les hommes, les vitesses max, ça va de 25-36 km/h aussi. Ça dépend aussi, il faut toujours des postes, mais sur les ailiers, c'est Louis Bielbarré, il me semble, qui a atteint 36 km/h aussi, là, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il a fait une vidéo, il a fait un sprint avec un ancien sprinter, j'ai oublié son nom. Mais Maître. c'était assez sympa à regarder. Ouais, exactement, c'était sympa à regarder. Et chez les femmes, 24-31. Il y a des distances aussi, des fois, on regarde les distances par zone de vitesse. Donc là, il faut établir des zones de vitesse. Et derrière, ça permet d'avoir des distances, combien le joueur ou la joueuse a parcouru de marche au sein d'un match ou au sein de ton entraînement, de jogging, de course, de high speed running, de course à haute vitesse ou de sprint. On a aussi le nombre de courses par zone de vitesse. Donc là, j'ai trouvé quelques données sur le rugby à 15, parce qu'au rugby, ils travaillent pas mal avec ce genre de données. Chez les hommes, sur des vitesses qui sont inférieures à 7 km/h, donc ça, c'est plutôt de la marche rapide. Il y a 600 mètres à 1 km 2 à peu près. Sur des vitesses qui vont de 7 à 16 km/h, pardon, il y a 250 à 500 mètres. De 16 à 22 km/h, 80 à 180 mètres. Et sur des vitesses supérieures à 22 km/h, 20 à 70 mètres. Et au-delà de 28 km/h, que 2 à 15 mètres souvent. Et puis après, ça peut aussi être corrélé aux distances parcourues. Voilà. On regarde aussi, notamment sur les sports à impact, le rugby évidemment, les impacts, les chocs, les collisions. Donc ça, on parlait des types de capteurs juste avant, ça va être plus aussi avec tout ce qui va être les IMU là qu'on a vu, les accéléromètres, les gyroscopes. Ça, c'est pas seul le GPS qui va permettre d'avoir ce genre de données-là. Mais là, par exemple, sur le rugby à 15, les hommes, les impacts par joueur, il y en a 20 à 60, 20 à 60, des plaquages 5 à 25, des rugs contact 10 à 40. Et les collisions, elles peuvent être au-delà de 10 G, pardon. Ça va de 5 à, souvent ça va de 2-3 G à 15 G pour les 15-16 G, il me semble, pour les plus gros. En tout cas, ça est supérieur à 15 G. Là, c'est énorme, les chocs qui se prennent. J'avais fait les calculs, évidemment, je sais plus où est-ce que je l'ai noté. Je vous redirai à la fin, je le retrouverai. Mais c'est quand même assez impressionnant. Et enfin, ça aussi, c'est une donnée vous me dites si vous avez entendu parler ailleurs, mais je pense que c'est essentiellement dans le rugby. Mais il y a ce qu'on appelle le player load. C'est un indicateur qui quantifie la charge mécanique externe. Donc en gros, ça prend en compte les variations d'accélération dans toutes les directions, sur l'axe X, Y et Z. Voilà. Ensuite, il y a des données tactiques, donc on voit surtout ça avec l'analyse vidéo, ce qu'on vous l'avait tout à l'heure, là, tout ce qui va être le tracking vidéo. Donc là, on va plus avoir des données où on va regarder des positionnements pendant le match, pendant l'entraînement, les distances entre les joueuses, les surfaces occupées, beaucoup d'observations tactiques. Je ne sais pas si vous avez vu là récemment, mais c'est Hugo Hugo Scalo, je sais plus son nom exactement, son nom de famille, mais en gros il fait des vidéos d'inside dans les clubs de rugby de top 14
et il a sorti la dernière, là, que c'était une immersion au rugby club de Vannes. Franchement, trop bien la vidéo. Ah bah c'est pas celle Allez que la tu voir nous as si. envoyée. De quoi? C'est pas celle que tu nous avais envoyée. Ouais, peut-être. Ouais, c'est Ouais, elle est ça. vraiment Je intéressante, pense que. ouais. Ouais, enfin, franchement, tu vois, vraiment, les clubs, là, ils ont permis de laisser le mec filmer pas mal de choses, de voir un peu comment il travaille. Il a fait ça dans d'autres clubs de top 14, c'est assez intéressant. Mais j'ai vraiment trouvé la structuration du rugby club de Vannes géniale. Et en fait, on voit dans la vidéo, à un moment donné, les mecs, ils vont dans une salle à l'intérieur qui est équipée de caméras vidéo. Et ils font du travail technique avec de l'observation en temps réel sur du travail de touche. Et voilà, c'est à ça que ça peut servir aussi. Et c'est utilisé sur le rugby, sur tout ça, il bosse plutôt bien. Je pense que ça se fait aussi peut-être en NBA, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est cool. Voilà, ça va pour l'instant? Ça va. Ouais, c'est Faudra carré. demander à Adam Virgil, data scientist aux Clippers, de venir nous faire une petite présentation. Ce serait sympa. Lui de passer Exactement, dans le ça sera c'est séminaire. plus précis. Ouais, des personnes qui. Parce que moi, du coup, pour le coup, c'est des recherches, mais j'ai pas d'expérience d'utilisation de GPS, etc. pour l'instant. Donc, ça pourrait être super intéressant d'avoir quelqu'un qui a pu utiliser, qui a vraiment un retour d'expérience sur tout ça. Bah, je sais que Ça nous, pourrait on être sympa. l'utilisait au Canada, on l'utilisait avec les joueuses de foot. Ok. On n'en avait pas assez pour tout le roster, forcément, parce que c'était genre 40, tu vois. Mais on en avait Ouais. bien une bonne dizaine, je dirais, 10 ou 15, je pense. Donc, non, je crois suffisamment pour au moins, tu vois, les titulaires, qu'elles aient leur data et tout. Et mon collègue, il s'en servait beaucoup. Et j'avais pas eu, moi, l'occasion de trop y toucher. C'était bien dommage. Mais ouais, je sais qu'il se servait beaucoup de ça. Et même, bah, du coup, elle le mettait des fois à l'entraînement. Et ça permettait de voir celle qui se donnait un peu, celle qui se donnait pas. Quand elle faisait un sprint et que tu connaissais sa Vmax, tu savais que c'était, bah, je sais pas, là, tu vois, t'as ta zone de sprint au-delà de 28 km/h. Tu sais que la meuf, elle peut courir à 26 ou 30. Et bah, si tu vois Ouais. qu'elle est jamais à ces trucs-là, tu te dis, ok, en fait, elle se donne pas ou pas suffisamment, tu vois. Ou si elle est Ouais. pas dans les, je sais plus, je crois, je me souviens que c'était 80 ou 90% ou un certain, t'avais une certaine stat, ça te donnait des bonnes informations. En vrai, c'était intéressant. Et bah, c'est nickel parce que du coup, c'est exactement sur quoi j'allais venir juste après, là, sur l'utilisation et les limites d'utilisation. Tu fais une très bonne transition. Tu soulignes évidemment que du coup, ça permet d'individualiser et que c'est nécessaire de prendre enfin, d'utiliser avec précaution ces datas-là parce que j'ai mis en premier point les vitesses. Des fois, tout à l'heure, on parlait juste au-dessous. Je l'ai fermé mon onglet? Ah oui. Ah oui, de vitesse, de distance par zone de vitesse ou de nombre de courses par zone de vitesse. Sauf que le problème là, c'est que si toi, en tant que staff, tu crées tes zones de vitesse et que tu les appliques à un groupe, tu peux être très loin de la charge souhaitée pour ton joueur ou ta joueuse parce que ce ne sont pas ces zones de vitesse à elle. Donc c'est important de pas fixer des. Alors évidemment, si tu n'as pas le temps de faire tout ça, bah, tu essayes de créer une zone de vitesse moyenne, je pense, mais c'est quand même pas très précis. Le mieux, c'est d'avoir testé en amont avec le système GPS que tu vas utiliser pendant la saison des valeurs propres à chaque athlète et de créer tes zones de vitesse sur chaque athlète pour pouvoir délivrer une bonne charge pendant ton entraînement. Parce que sinon, du coup, tu peux sur ou sous-estimer ta charge d'entraînement et ne pas être du tout dans tes cordes, enfin, dans ton prévisionnel de charge. J'ai mis en second point, c'est hyper important de croiser plusieurs données. Une seule donnée ne servira à rien et souvent d'ailleurs, plus tu vas croiser plusieurs données, plus tu vas être précis. On peut croiser des distances, des accélérations, le player load. Une seule donnée, une seule KPI ne sera pas réellement utile sur ta gestion de charge parce que elle peut être dépendante de plein d'autres choses à côté. Je l'ai mis juste ici. Les deux points d'après, ça fait le lien avec ce que je viens de dire. Il faut contextualiser les données parce que un jour, la météo, le terrain, le contenu d'entraînement de ton match, etc., il va impacter sur ta donnée. Et si tu croises pas plusieurs données, ta donnée elle pourra être fausse ou mal utilisée. Euh,
il conseille sur les études souvent d'utiliser entre 5 et 10 KPI max. Faut pas non plus en avoir de trop, ça sert à rien. Ça fait énormément de data à compiler, à analyser. Et le rapport temps-bénéfice, il n'est pas forcément important. C'est pour ça qu'il conseille entre 5 et 10 KPI max utilisés. Et le dernier point, faut faire attention quand tu prends un test, une séance comme seule référence. Donc si tu mesures, je sais pas, tu fais ton test de 30 mètres en vitesse, si tu l'utilises comme référence derrière pour calibrer ta charge d'entraînement, c'est bien. Mais aussi, il faut être à l'écoute de la performance le jour J parce que ça dépend de plein de facteurs et il va être important, donc c'est ce que je viens de dire, de manager le jour J en prenant en compte le contexte. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur tout ça? On peut en discuter, il y a pas mal de choses à dire, je pense. Je vais essayer de retrouver par rapport à... C'était intéressant là, par rapport au, au, au- au contact, aux collisions. Mais sinon, en attendant, vous pouvez poser des Pour questions. moi, j'avais un truc, c'était. euh, je me demandais en fait, c'était quoi par exemple, que tu allais croiser, ou en tout cas pour te donner des valeurs de référence Je de... t'entends pas, je sais pas si vous entendez, mais moi, On n'entend j'entends pas pas. très bien dire. Ah, Moi, je écoutez, t'entends. De vous quoi? m'entendez mieux ou pas? Ouais. Vas-y, vas-y. Ok. En gros, je me demandais si en vrai, c'était c'était par rapport à la charge d'entraînement, c'était quoi par exemple les données que tu pouvais croiser, quelles seraient, on va dire, les, quelles seraient les valeurs que tu te dirais, tu les comparerais par rapport à quoi? Par rapport à une valeur initiale où en fait tous les jours tu compares tes données et tu regardes comment elles évoluent, si elles évoluent positivement ou négativement et ça te permet en fait d'avoir une base de données, un seuil sur lequel tu peux te baser pour te dire ok, il est mieux, il n'est pas mieux. Euh, je demande ça dans le sens où je me souviens, pareil, j'ai jamais utilisé de GPS donc je sais pas trop, mais je me souviens aux 20 ans du DUEP Lyon, quand on avait eu une intervention de JB Morin qui parlait en fait du GPS, où en fait il prenait l'exemple où tous les jours, lorsque tu atteignais, par exemple, lorsque tu atteignais ta Vmax, tout l'ensemble des sprints et tout l'ensemble des courses te permettait, en fait, chaque point de vitesse te permettait ensuite de créer un profil force-vitesse qui, tous les jours, pouvait varier plus ou moins et qui, en fait, te permettait d'avoir une valeur de fatigue où, en fait, si tu vois que ton profil force-vitesse à un jour J, ben, il est plus bas qu'un autre qui a été beaucoup plus fort, tu sais que tu n'es pas à ton max, du coup, tu es, plus ou moins fatigué. Euh, je sais aussi que j'avais entendu, je sais plus c'était avec qui, mais c'était dans un podcast, je crois, où par exemple Thibaut Giroud, lorsqu'il était au 15 de France, ou même maintenant, je crois, à Bordeaux, il fait toujours de la même manière, où lui, ce qu'il utilise, c'est les valeurs d'accélération. En fait, il utilise les valeurs d'accélération comme manière de pouvoir gérer aussi sa charge d'entraînement et il voit s'ils sont plus ou moins élevés. Après, la manière et réellement ce qui est plus précisément, je ne sais pas c'est quoi, mais j'avais entendu que lui, par exemple, il utilisait les accélérations et euh, ouais, d'une certaine manière, on voit que tous les gars, ils vont avoir un peu sa manière de pouvoir quantifier, gérer et voir en fait avec ses KPI gérer sa charge d'entraînement. Mais par exemple, est-ce qu'il y aurait des formules un peu plus comme la CWR ou ce genre de choses, mais on va dire plutôt d'un point de vue GPS sur lesquels on pourrait plus facilement se rattacher pour comprendre un peu mieux la charge d'entraînement. Ça, je ne sais pas si ça existe. Euh, voilà quoi, c'est plutôt ça. Enfin, j'ai plus trop de questions. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus une discussion. Une remarque, ouais, une discussion. Bah, moi, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai pas de retour terrain, mais effectivement, c'est comme ce qu'on a pu faire ou ce qu'on a pu discuter des fois avec quand tu quand tu travailles avec ton VBT ou même ne serait-ce que quand tu veux tout simplement programmer une charge d'entraînement en muscu, tu vois. Je pense que c'est de la statistique. Plus tu vas avoir de données, plus tu vas avoir en tout cas potentiellement de la précision sur tes, tes, hum, tes données joueurs, tes données de base, sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour
programmer ta charge d'entraînement. Mais après, effectivement, de jour en jour, une valeur n'est pas aussi vraie que la veille, en fonction de comment tu te sens, en fonction de la météo, en fonction du terrain, etc. Donc je pense que c'est faire avec ce que tu as, faire tes tests, utiliser ces données-là dans un premier temps, être en capacité le jour J d'adapter ta charge d'entraînement en fonction de ce que tu observes aussi, en fonction des différentes données que tu as choisi d'utiliser, mais aussi de ce que tu observes, de ce que le joueur ou la joueuse t'a dit. Aujourd'hui, elle est un peu plus fatiguée. Aujourd'hui, la veille, elle a perdu sa grand-mère, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, plein de facteurs comme ça. Donc, je pense que c'est ça, c'est essayer d'utiliser le matériel qu'on a à disposition le plus précisément possible, mais aussi être en capacité d'être réfléchi sur son utilisation le jour J. Attends, mais je trouve intéressant ce que tu es en train de dire, Thomas. Ça me renvoie un peu, je sais pas si vous aussi, ça vous fait un peu écho aux différentes questions que Closet il avait pu poser pendant la minute lorsqu'on avait fait le C'est à vous avec, Louis, avec Louis, par exemple, où en gros, à un moment donné, il demandait, c'était par rapport au test. Est-ce que le test est véridique à un moment T? Est-ce qu'il faut vraiment se fier à 100% au test, etc., etc. Pas au test, mais c'était aux données, pardon, c'était ça, c'était pas au test, c'était aux données. Et ça revient un peu à ça, où en fait, faut être assez modulable et pouvoir prendre chaque donnée avec des pincettes. Mais du coup, c'est ça l'utilité de savoir les utiliser, savoir les comprendre et aussi retirer, pas juste retirer une information brute, faut l'interpréter et aussi la mettre dans son contexte. Mais ça aurait été intéressant d'avoir un gars qui utilisait au quotidien. Je sais pas si Closet, tu peux nous donner un peu plus d'informations de ton expérience, toi, au States, de ce que tu as pu voir, ou peut-être plus poser des questions par rapport aux données et tout. j'ai pas eu trop accès. Ouais, Ou t'es mieux, Closet, t'es mieux. j'ai pas eu trop accès en vrai au truc et j'ai pas moi eu l'occasion avec le peu que j'ai été avec j'ai beaucoup été avec les recrues, soit les recrues, soit les blessés. Du coup, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'être avec les GPS et je sais que entre le coach et enfin le prépa physique principal et la coach, ils échangeaient pas mal justement ouais, sur les résultats qu'il y avait, etc. Maintenant, moi, non, malheureusement, j'ai pas eu trop accès à ça, même si ça m'aurait fort intéressé. Mais je sais que mon collègue, il allait beaucoup pour avoir tu vois, les stats et les références. Il allait chercher dans les deux, dans la littérature, hein, à les joueuses, à tel niveau, en moyenne, elles parcourent tant de distance, elles vont à telle Oui. vitesse, blablabla. Après, on essayait, on avait, dans les tests, on avait du sprint ou pas? Je sais plus si elles avaient du sprint, mais on prenait. Non, je crois que justement, comme valeur de référence, on prenait leur Vmax dans un entraînement ou dans un match avec les GPS parce que bah, tu as aussi l'adrénaline, le fait de courir sur un ballon où tu vas te donner plus que potentiellement courir sur 30 ou 40 mètres, tu vois. Donc je crois qu'on utilisait un peu ça comme repère, mais après derrière, bah, effectivement, on individualisait un peu, même si on s'en servait pas pour faire une vraie gestion de la charge, on voyait un peu chaque joueuse leur performance. Et après, par contre, ce qu'on faisait, mais du coup qui n'était pas du tout en lien avec les GPS, mais qui revient à la charge externe, c'est que moi, au basket, je prenais les minutes de chaque joueur. Et comme après, quand j'étais au Canada, j'avais mon magnifique iPad et que je pouvais faire comme Vieira, tel un data scientist du futur, et je pouvais être avec l'iPad sur le terrain. Et ben, je prenais les minutes de chaque joueuse. Et après, en fonction de ça, on faisait ce qu'on appelait les top-ups. Je crois que c'était ça. Ouais, il me semble. Et genre, toutes les joueuses qui avaient joué moins de tant de minutes, elles refaisaient tant Ok. de parties sprint, tant de parties changement de direction et tant de parties conditioning, tu vois. Après, si elles avaient joué je crois que ça devait être moins de 20 minutes ou moins de 25 minutes, elles faisaient un truc. Ensuite, si elles étaient entre 20 et 45, elles faisaient un truc. Et si elles avaient fait plus d'une mi-temps, elles refaisaient rien, tu vois. Et du coup, voilà, comme ça, c'était assez cool en vrai, ma foi. Donc ça, c'est de la charge externe sur l'instant parce que ça dépend de la distance, enfin du temps de jeu. Mais par contre, c'était pas en fonction des GPS. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de faire en fonction des GPS en vrai, de vrai. Mais après, pareil, Bah, de ça comment t'aurait. tu bucket les trucs, c'est Euh, particulier.
Oui, ça t'aurait apporté un croisement de données en plus, mais c'est déjà Mm. bien d'avoir pu faire ça pour essayer d'approcher un peu plus l'équité au niveau de ta charge, quoi. Ouais. Même si ça a la précision que ça, Mm. mais c'est déjà bien. Après, derrière, c'est mais Thomas, Ouais, moi, en vrai, j'ai fait 24 minutes 30. Du coup, je suis vraiment obligé de faire comme celles qui ont fait en c'est ça dessous. après. Nanani, nanana. Je suis en mode ferme-la. T'es en dessous des 25 minutes, tu vas courir. Allez, arrête de me casser les burnes. Ouais, bah Allez, ouais, ça vas-y, après, c'est la gestion humaine, ça. va courir là. Allez, vas-y. Sifflet à la main. Tut Cavale. Et à la fin, ça fait. Et du coup, t'avais quand même des fois à la fin un peu, tu vois, les filles qui encourageaient les autres ou une qui dit vas-y, Ouais. je le fais avec elle et tout. T'avais une bonne énergie en vrai, c'était cool. C'était une bonne énergie. Mm. Je viens juste de revoir sur des notes là, une petite info en plus par rapport au GPS, mais là plus sur l'acquisition de données. J'avais noté que l'utilisation des GPS, elle était plus fiable sur des prises de temps plus longues. Donc au plus tu vas utiliser ton GPS, déjà au plus ça va être fiable la donnée. Mhm. Et ensuite, deuxième chose, c'était parce qu'en fait, des fois, tu peux choisir, enfin, en fonction de ce que tu achètes, la fréquence d'acquisition des données. Et souvent, tu peux choisir, je sais plus, 10 Hz, je sais plus combien. Ouais. Et en gros, ils conseillent de prendre les standards actuels sur les GPS, c'est 10 Hz. Les meilleurs, c'est 18 à 20 Hz. Et Mhm. en gros, plus tu vas être haut, mieux c'est, plus tu seras précis. Par contre, le traitement des données est beaucoup plus compliqué. Mhm. Mais voilà, en gros, C'est c'est sûr, parce que tu as plus de points. ouais, exactement. Tu as plus de points. C'est ça, en fait, si tu es à basse fréquence, ton joueur ou ta joueuse, elle va partir de là et elle va arriver là, bah, tu vas avoir juste ça entre les deux, alors que à plus haute fréquence, tu pourras observer qu'elle a fait ça, comme ça, avant d'arriver sur ton point B, quoi. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, bien sûr. Tu auras beaucoup Donc, plus de points parce que tu vas avoir plus ouais. ouais, de points de Et, position, quoi. Tu vas avoir plus de positions. ouais, les positions et puis les vitesses et les accélérations associées, parce que du coup, dans ta charge d'entraînement, c'est aussi la problématique du coup des GPS, c'est que si sur ta fréquence d'acquisition, tu as de là à là directement une ligne, et qu'en vérité, elle a fait trois changements de direction, bah, ta charge d'entraînement, elle n'est pas du tout la même, parce que tu as eu des charges, je l'ai pas spécifié, mais ils utilisent aussi une autre donnée souvent en rugby, c'est le metabolic power. Je crois qu'on l'avait vu quand on avait bossé avec Papialou, mais avec... Avec merde. Blaise, Paul Blaise. Non, non, en endurance. Quand on avait utilisé les polars, il me semble qu'il y avait Avec Jeff il me Deveau. semble- exactement, avec Avec Jeff. Jeff. Quand il y avait Yeah. Jeff, my name is Jeff. Quand on a utilisé les polars, il me semble qu'il y avait sur l'application Polar Step, il y avait le Metabolic Power. En gros, ça Mhm. considère le coût énergétique instantané, donc des accélérations, des décélérations, etc. C'est en watts par kilo. Voilà, voilà. C'était les infos que j'avais pas notées enfin dites. Mais maintenant, ça peut être drôle. Je voulais inviter, il faut que je rentre en contact avec Dylan Jamet, qui est Ouais, au Clément à Foot, Clermont. à Clermont Foot. Là, maintenant, ils vont reprendre la saison, donc je sais pas, faut voir comment ils vont être pris. Mais ils vont reprendre là les entraînements, parce que le foot, ça reprend le 1er juillet, je crois, dans la plupart des clubs. Ah, le Du foot. coup, ce serait cool d'en parler avec lui, par exemple. Que, lui, forcément, il est en plein dedans, donc ça pourrait être sympa d'en parler. Ou même, ou même d'en parler avec des anciens ou anciennes. Mais ça pourrait être sympa. En tout cas, essayer de choper aussi des gens dans des contextes de haut niveau, comment on appelle ça, de basketball ou de sport d'intérieur, ou voir comment est-ce que c'est avec eux. Mais ça, il faudrait réussir à rentrer en contact avec des gens du très Je haut vais niveau demander, français. moi, le prépa de Saint-Amand cette année, il était, bon, il a notre âge à peu près, mais il a été, l'année précédente, il était au club qui a coulé en Roumanie, là, il était parti avec mon ancien coach. Et là-bas, en Roumanie, ils ont bossé avec des GPS. Donc, lui, il a Ok. dû bosser Ah ben, ce serait quasiment cool. une année au handball féminin avec des GPS, donc je pourrais lui demander. Ouais, ça pourrait être cool de l'avoir. Parler Louise, avec lui. Je vais essayer. quand elle était avec les pros à l'Asvel, elle bossait avec des GPS.
Et du coup, Claudio, son maître de stage, doit, à mon avis, toujours bosser avec. Donc voilà. Mais bon, c'est du high level, donc si on les fait venir, faut que ce Oui. soit intéressant en vrai de vrai. Bien sûr, Mais ouais, bien entendu. bien sûr, bien sûr. Bon, les gars, en For tout cas, c'était sure. fort intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ou, ça nous fait une porte d'entrée sur un sujet. On a ouvert une porte d'entrée, maintenant il va falloir aller combler les Un peu. questionnements. Ça pourrait être cool. J'aimerais bien, ici, là où on est à la clinique, pouvoir en discuter, de pouvoir investir dans des GPS pour pouvoir ensuite les utiliser sur nos entraînements en terrain, directement au terrain. Ça pourrait être vachement cool de pouvoir, euh, de pouvoir travailler comme ça Mm. et voir tout ça. De ouf. Mais ouais, les gars. For sure.